J'ai découvert récemment qu'avec la carte Les Amis du Louvre, on a un accès illimité et prioritaire à toutes les collections pour 80 € par an. Pour ma première visite, j'avais décidé d'aller voir 2 tableaux. Le Verrou de Fragonard, un tableau intimiste du XVIIIe siècle, assez troublant, que je voulais voir de près, et Le Panier de fraises de Chardin, une nature morte dont le Louvre a fait l'acquisition grâce à une contribution publique qui a fait qu'il est resté en France. Malheureusement pour moi, la salle qui renferme ces 2 trésors était fermée pour raisons techniques ce jour-là. Pas de verrou et pas de fraises donc pour cette première visite, mais je tiens absolument à vous parler de ces 2 tableaux, donc j'y reviendrai. La visite d'aujourd'hui va d'ailleurs nous mener à quelques natures mortes somptueuses, et ce sera l'occasion pour moi de vous dire pourquoi j'aime particulièrement ce genre en peinture. Mais pour l'instant, voici un groupe de personnes fascinants. Les dieux de l'art sont imprévisibles et ils sont aussi facétieux, car le premier tableau que j'ai découvert, donc dans la galerie de peinture française, est un tableau de Georges de Latour qui s'appelle Le Tricheur à l'as de carreau. Le hasard fait bien les choses, car je me suis donc retrouvé dans la position du joueur qui ne maîtrise pas la partie et qui se voit imposer autre chose que ce qu'il avait prévu. Et quel meilleur choix que ce tableau pour inviter à regarder attentivement et à être présent à ce qui se passe. Car dans un musée, on vient pour les œuvres, mais il est aussi très amusant de regarder ce qui se passe dans les salles, de regarder le public. Ici, tout n'est que mystère du regard et interprétation des signes, comme le montre ce tableau dont les personnages se regardent en coin et semblent nous montrer du doigt ce que nous sommes censés voir. Mais n'est-ce pas un piège ? Sommes-nous certains de ce que nous voyons ? Qu'est-ce qui est caché dans les tableaux ? Qu'est-ce qui est montré ? Nous voilà donc partis à la rencontre d'œuvres qui nous attendent en permanence et d'un public qui, comme nous, déambule de salle en salle. Pourquoi s'arrête-t-on devant telle œuvre ? Qu'est-ce qui attire notre regard ? Que veulent dire ces images ? Ou plutôt, que peuvent nous dire ces images ? Nous voici devant la scène, aussi appelée le dernier repas du Christ, mais ce n'est pas la version de Léonard de Vinci, que vous avez peut-être en tête. C'est l'occasion de rappeler ici l'importance de certaines œuvres qui influencent de manière profonde et durable les artistes qui suivent. Car les images appellent d'autres images, et la peinture comme le cinéma font souvent appel à la mémoire du spectateur. Ainsi, cette image a fait l'objet d'une polémique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, par sa proximité avec le tableau de Léonard de Vinci. Le metteur en scène dit quant à lui que c'est un autre tableau qui l'a inspiré, le Festin des dieux. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais cette polémique nous rappelle en tout cas la puissance des images dans un monde où elles se multiplient sans cesse. D'où l'importance évidente de regarder très attentivement, et je voudrais revenir un instant sur ce tableau de Le Nain, dans lequel certains critiques ont vu une évocation ou une citation lointaine de la scène. Le sujet du tableau, un repas chez des paysans, et la disposition des personnages, introduiraient ainsi une dimension sacrée dans cette scène ordinaire. Chacun sera juge. Poursuivons la visite, avec une petite pause de temps en temps, pour regarder le tableau ou bien faire autre chose. On peut s'arrêter aussi de temps en temps à une fenêtre pour regarder à l'extérieur, le de Rivoli. Et on arrive maintenant devant un copiste, plutôt une copiste. J'adore ce moment dans les musées où on voit quelqu'un qui peint ou qui dessine un tableau choisi. Quand je vois un copiste, j'ai toujours à l'esprit cette phrase de Tarkovsky, le metteur en scène russe. On ne voit vraiment bien quelque chose que si on le regarde longtemps. Et c'est peut-être le moment de rappeler que les statistiques nous disent qu'un spectateur passe en moyenne 30 secondes devant un tableau. 30 secondes. C'est peut-être pour cette raison que les gens prennent des photos, des tableaux dans les musées, pour pouvoir les regarder chez eux. Mais à ce moment-là, s'il vous plaît, mettez-vous en face du tableau, ne prenez pas la photo à l'oblique. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça.
Vous vous souvenez que je vous ai parlé au début de cette visite du panier de fraises de Chardin que je voulais voir? Eh bien, nous voici dans la salle des œuvres de Chardin, ce grand peintre de nature morte du XVIIIe siècle. Et nous avons affaire ici à une scène de genre, c'est-à-dire une représentation du quotidien. Voici la représentation d'une pause, un instant suspendu, un moment précieux volé. Quel enfant n'a pas été tenté de jouer pendant qu'il faisait ses devoirs? Quel enfant ne pense pas à jouer en permanence? Habillé comme un adulte, flanqué de livres, d'une plume et d'un encrier, ce petit garçon devrait être au travail. Le tiroir entrouvert semble l'inviter à saisir le porte-craie. La blancheur de la plume et du papier semble appeler son regard. Mais l'enfant n'a d'yeux que pour la toupie. Quand va-t-elle s'arrêter? Quand va-t-elle tomber? En regardant ce garçon qui regarde la toupie, nous regardons un moment suspendu dans la course éperdue du temps qui passe. La vie est éphémère. 3 petits tours et puis s'en vont. Tout est à vivre et à écrire pour cet enfant. Le tiroir est entrouvert, invitation à en explorer le contenu mystérieux. Son porte-craie pointu est pointé vers nous, séduisant et dangereux. Avec l'âge adulte viendra le temps des responsabilités. Il faudra ouvrir les livres et couvrir la page blanche. Mais pour l'instant, le temps n'existe pas. Le temps n'existe plus. Puis, probablement, fatalement, la toupie s'est arrêtée. L'enfant a vécu, puis il a disparu. Pourtant, il est encore là, tant que durera la toile. Invitation simple à méditer sur le temps qui passe, sur le temps qui reste, sur la saveur éphémère de l'instant. C'est tout le mystère et la puissance de la peinture. Invitation à regarder ce qui n'est plus là, et qui pourtant est encore là. Et nous voici enfin devant ces natures mortes que j'aime tant. Je voudrais tout d'abord signaler que nos amis anglais ne parlent pas de nature morte, mais de still life, c'est-à-dire de vie immobile. Ce qui me semble plus proche de la réalité, car c'est bien de notre vie qu'il s'agit, de notre vie au quotidien. Il y a quelque chose de mystérieux dans la présence de ces objets qui nous accompagnent au fil des jours, et que nous ne voyons plus parce qu'ils sont là en permanence, ou que nous ne voyons pas parce qu'ils sont ordinaires, pour ne pas dire banals. Un vase, une assiette, des fruits, une carafe d'eau ou un verre de vin, tous ces objets, nous sommes invités à les regarder, longuement, tendrement, pour en admirer l'apparente simplicité et goûter la profonde complexité. Devant ces objets offerts à notre regard, je pense au verre de Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Vaste question. Un peu ridicule peut-être, car comment des objets pourraient-ils avoir une âme? Et c'est précisément pour cette raison que les natures mortes me fascinent. Une nature morte, c'est une invitation délicate et élégante à regarder avec attention, à goûter la peinture au sens littéral du terme. La croûte craquante de la tendre brioche qu'on voudrait toucher, la fragilité du sucrier de porcelaine dont on croit entendre le tintement, l'élégance du flacon qui n'est que transparence et reflet, la simplicité de la sage gaufrette qui dépasse légèrement de la table et s'avance vers nous, comme pour nous inviter à la saisir et à entrer dans ce festin des sens. Invitation à goûter ce qui est là, à portée de main, à portée de regard, sous nos yeux tous les jours, et invitation à saisir ce que seule la peinture peut nous offrir, un accès à ce qui se cache derrière l'apparente banalité du quotidien. Mais voilà des enfants. Grande question. Faut-il emmener les enfants dans les musées? Oui, bien sûr. Les enfants adorent les images. Et quel plus bel endroit pour leur apprendre à regarder. Peut-être en les laissant choisir, peut-être en les laissant poser des questions,
peut-être en leur montrant des images étranges. Et justement, voici un tableau tout à fait surprenant qui met en scène un monstre étrange, pour reprendre les mots de Marcel Proust qui était fasciné par ce tableau. Et quelle composition étonnante en effet. Pourquoi peindre un poisson éventré ? Comme je le disais plus tôt, les images appellent d'autres images et on peut penser au bœuf écorché de Rembrandt, qui est aussi exposé au Louvre. Pour ces deux tableaux, on a avancé un rapprochement avec la crucifixion. Bon, pourquoi pas ? Il est certain en effet que c'est ici la mort qui est exposée de façon directe, viscérale, dérangeante même. Admirable travail sur les couleurs et les détails qui rappellent aussi les œuvres de Francis Bacon, tourmenté par la chair. Voici donc un poisson accroché à un croc, pierrot lunaire, sacrifié, écorché, et pourtant souriant. Ce qui me frappe dans ce tableau, c'est la coexistence du comique et du tragique, du chat et du poisson, du vivant prêt à bondir et du mort éteint. À nouveau, Chardin met en scène un instant suspendu, le juste avant du désordre, la seconde avant l'écroulement de la composition. Car la vie, c'est le mouvement, le changement, le passage. C'est peut-être pour cette raison que le poisson sourit. Devant ce tableau, je pense à la scène finale de la Dolce Vita de Fellini. Les images appellent des images. Les marins viennent de pêcher un monstre, hideux, visqueux, fascinant. Son œil semble regarder les vivants qui le regardent mort. Que dit cet œil ? Vous aussi vous êtes monstrueux. Vous aussi vous êtes pris dans les mailles du filet. Il y a du désespoir chez Fellini. Et il y a de l'espoir chez Chardin. La stabilité rassurante du pot au reflet chatoyant, la douce tonalité brune et apaisante de l'ensemble, la queue dressée du chat qui fouette la vie. Bien sûr, le couteau entre dans le pli de la nappe, comme il entre dans la plaie de la chair. Mais le couteau en équilibre instable est retenu de tomber par le pli de ce drap blanc. Élément ordinaire du quotidien, que Chardin s'est donné pour tâche unique de célébrer durant toute sa vie de peintre. Alors là, je voudrais profiter de ce tableau pour faire une remarque un peu pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, dans les musées, l'éclairage est un peu étrange et personnellement, je fais 1m82 et pour voir ce tableau, il faudrait que je fasse 1m60 ou 2m10. Ou alors, il faut vraiment se mettre sur le côté et c'est peut-être pour cette raison que les gens prennent des photos de côté. Et on peut alors penser que quand le public est rivé sur son portable, c'est peut-être pour voir le tableau sur Google. Une autre question un peu mystérieuse dans les musées, c'est pourquoi certains tableaux considérés comme des chefs-d'œuvre attirent les foules et d'autres personnes. C'est le cas par exemple de ce tableau de Ingres, le bain turc, qui est un modèle d'érotisme et devant lequel il n'y a personne. L'histoire de ce tableau est assez étrange. Peint par Ingres en 1862, à l'âge de 82 ans, considéré comme profondément choquant, il ne sera réellement découvert par le public qu'en 1905. Et comme je le disais au début de cette visite avec la Seine, voilà justement une de ces œuvres dont l'influence se retrouvera dans d'autres œuvres majeures. C'est le cas ici de Matisse avec La joie de vivre et de Picasso avec Les demoiselles d'Avignon. Comment expliquer alors qu'il n'y ait littéralement personne devant ce tableau ? Comment expliquer que ces femmes nues aux poses lascives n'intéressent personne ? Au-delà de la nudité offerte et de la dimension érotique manifeste, c'est la dimension onirique de cette scène qui me plaît. Bien sûr, il y a les caresses, la volupté, la langueur. Bien sûr, il y a cette chute de rein.
Mais il y a aussi ces étranges coiffures, chéchia jaune à turban et abat-jour rouge à franges. Il y a la rêverie mystérieuse de la jeune femme au gracieux profil, et il y a enfin l'étrange présence de cette petite nature morte colorée au premier plan, comme un détail ironique qui dirait « Ce tableau n'est pas ce que vous croyez ». On peut signaler enfin que le peintre ne s'est pas servi de modèle, mais que son inspiration pour cette scène de bain orientale, ou de harem, vient d'une lettre de femme de diplomate britannique en voyage dans l'Empire ottoman, dans laquelle elle décrit un groupe de 200 femmes nues. Absorbé par les tableaux, ici et là, ce que j'aime au Louvre aussi, c'est cette possibilité de temps à autre de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et voici donc la deuxième opportunité. Après la rue de Rivoli tout à l'heure, c'est maintenant la pyramide du Louvre, le Carrousel, et derrière la vasque olympique, dont on a tous le souvenir ému de la voir s'élever dans les airs, le soir de la cérémonie d'ouverture. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les tableaux qui offrent aussi de beaux moments. Parfois, c'est le public lui-même qui offre de belles images. Je suppose qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a d'un seul coup plus de monde. La victoire de Samothrace, une des stars du Louvre, bien sûr. Et c'est surtout qu'on entre dans la grande galerie qui mène à la star des stars, celle pour laquelle tout le monde vient, Mona Lisa del Giocondo. Mais juste avant, voici un pur moment de créativité. L'artiste et son modèle. Mais voici que nous approchons du Saint des Saints. Il se dit que 80% des visiteurs viennent pour la Joconde. Mona Lisa, just on the right, please. La Bible est le livre des livres, la Joconde est le tableau des tableaux. L'image la plus célèbre de l'histoire de l'art. Et la première question qui s'impose, c'est pourquoi ? Pourquoi 30 000 visiteurs par jour ? Pourquoi cette hystérie collective devant un portrait de femme qu'il est quasiment impossible de voir à cause de la foule et de la distance ? Voici quelques éléments qui contribuent à en faire une œuvre unique, mystérieuse et fascinante. Tout d'abord, on parle de Léonard de Vinci, génie incontestable, inventeur de la technique du sfumato qui rend le portrait à la fois réaliste et mystérieux, en particulier ce fameux sourire, premier sourire de l'histoire de la peinture. De plus, on sait que ce tableau avait une importance particulière pour le peintre, car son commanditaire l'a refusé et Léonard de Vinci a pourtant terminé le portrait, auquel il a consacré 5 années, et il l'a amené en France avec lui. Car ça, c'est un autre point. Contrairement à ce que pensent un bon nombre d'Italiens, le tableau n'a pas été volé par Napoléon, mais acheté en 1518 par François Ier, qui a fait venir le peintre à Amboise. Puis, au XIXe siècle, les artistes romantiques sont fascinés par ce tableau qu'ils voient comme un portrait de femme fatale et contribuent à développer le mythe qui l'entoure.
Mais c'est surtout à partir de 1911 que la renommée de la Joconde devient mondiale, lorsqu'elle est volée, oui, volée, en plein jour, et il faudra 24 heures avant qu'on ne s'en rende compte. On accuse tout d'abord Guillaume Apollinaire et même Pablo Picasso, mais le voleur est Vincenzo Perugia, un peintre en bâtiment italien, qui conserve le tableau caché sous son lit pendant 2 ans, dans sa chambre à Paris. Le tableau revient triomphalement au Louvre en 1914. La Joconde est accueillie comme une star de cinéma par le peuple français qui se presse en foule pour admirer la déesse retrouvée. Après un voyage aux États-Unis en 1963, puis à Tokyo et Moscou en 1974, Mona Lisa devient une véritable icône populaire que l'on reproduit et que l'on détourne à l'infini, de Marcel Duchamp avec son célèbre « Elle a chaud au cul » à Andy Warhol qui la fera à son tour disparaître. Mais revenons au tableau. Le paradoxe de la Joconde, c'est qu'il est devenu le tableau le plus vu au monde, mais qu'il est aussi le tableau le moins regardé. Comment faire en effet pour regarder ce tableau dans le bruit et la fureur de la foule qui se bouscule ? Comment faire pour regarder ce petit tableau placé à une distance d'environ 5 mètres, derrière une vitre blindée ? Il est décidément plus facile de le regarder sur Google. Et que voit-on ? Une jeune femme assise devant un paysage sourit au spectateur qu'elle regarde droit dans les yeux. On note 2 éléments précis qui sont difficilement explicables. Tout d'abord, Mona Lisa n'a pas de sourcils, elle s'est épilée, ce qui était à l'époque un signe de prostitution. Ensuite, le paysage est parfaitement lugubre, pour ne pas dire morbide, et on voit un décalage entre le côté droit et le côté gauche qui fait qu'il n'y a pas de raccord possible. C'est pour ces 2 raisons que le mari qui avait commandé le tableau l'aurait finalement refusé. Alors pourquoi Léonard de Vinci a-t-il introduit ces 2 éléments étranges dans le portrait ? Daniel Arras, spécialiste de la peinture de la Renaissance, arrive à la conclusion que c'est un tableau sur le temps, sur le passage. Placé à l'endroit du décalage entre les 2 côtés du paysage, le sourire de la jeune femme permettrait le passage de l'un à l'autre. Ce serait donc ce sourire fugitif qui permettrait de passer du temps infini du paysage à la finitude du temps de la jeune femme. Tout portrait étant avant tout une réflexion sur le temps qui passe. Voilà. Pour terminer, je voudrais partager avec vous une dernière image. Après le bruit et la fureur de la salle de la Joconde, tandis que je me dirigeais vers la sortie, le hasard a mis sur ma route une femme qui regardait les Rubens. Totalement absorbée par les tableaux, elle ne s'est pas rendue compte de ma présence. Élégante et surprenante dans sa tenue jaune, elle semblait tout droit sortie du tableau, dont elle s'approchait pour regarder un détail, puis s'éloigner pour apprécier l'ensemble. Dans le silence et la solitude, elle prenait son temps, elle savourait l'instant, bref, elle regardait. Vraiment.